Bon, vous m'écoutez bien? Alors, j'ai choisi comme titre de mon intervention « Pharmakos et pharmakon, théorie mimétique et pharmacologie ». Comme nous nous rencontrons pour animer ensemble un séminaire, je vais proposer des questions qui se posent lorsqu'on rapproche ces deux perspectives et dont j'aimerais discuter avec vous tous. Avant de le faire, je vais vous présenter brièvement la théorie des boucs émissaires, soit dans la version girardienne, standard, disons, soit dans une abstraction générale présentée par Jean-Pierre Dupuis. En bref, la théorie mimétique victimaire pose sur trois piliers: la théorie du désir mimétique, les mécanismes victimaires et l'herméneutique biblique. Et cette troisième, je ne vais pas en parler. Le premier point pose en la tirant de lecture d'un certain nombre de romans de la tradition littéraire occidentale, comme Cervantes, Stendhal, Proust surtout et Dostoïevski, que la thèse selon laquelle le désir humain est fondamentalement mimétique, c'est-à-dire c'est un désir selon l'autre, qui est très différent de dire, par exemple, que c'est le désir du désir de l'autre. On pourrait dire, quoi qu'il en soit, qu'ici les défauts d'origine se configurent comme l'impossibilité de conduire par soi-même ses propres investissements pulsionnels, et en même temps comme ce que Girard nomme le manque d'être, qui c'est selon lui l'expérience que chacun a de soi-même, mais pas des autres, en dépendance desquels il médiatise ses propres désirs. Donc on ne désire pas un objet, quel qu'il soit, pour ses caractéristiques spécifiques, mais parce qu'on imite le désir d'un modèle médiateur. Comme vous le savez, l'importance de l'imitation en tant que telle n'est évidemment pas une intuition de Girard, qui a été précédée sur ce thème par pas mal de penseurs, entre lesquels notamment Platon, Aristote et de nombreux d'autres jusqu'à tard, mais aussi en passant pour Hobbes et Adam Smith. Ce sur quoi Girard se concentre, par contre, c'est le caractère qui est ici aussi, et surtout, je dirais, pharmacologique. Le caractère de l'imitation que je dirais pharmacologique. Parce que, selon son avis, l'imitation est la source de tout le bien et de tout le mal chez l'être humain. C'est sur l'imitation qui se base au moins une grande partie de la paideia, de toute éducation, mais d'autre part, nous dit Girard, la mimésis d'acquisition, comme il la nomme, est aussi la source de tout conflit entre les êtres humains. En fait, comme il pose que le désir est mimétique, donc médiatisé, il en conclut que la rivalité entre les hommes ne surgit pas de la rareté des ressources, qui en tant que telle ne saurait pas conduire les hommes à s'entre-déchirer, mais de leur propre manque d'être, qui, comme je disais, pourrait être le nom girardien du défaut d'origine. Quoi qu'il en soit, c'est la mimésis d'acquisition qui gît au fond de tout conflit, et surtout c'est le fondement de la réciprocité. C'est donc le trait mimétique qui cause et diffuse la contagion de la violence, qui c'est finalement le vrai point d'intérêt de Girard. Si l'objet de mon désir médiatisé par mon médiateur est un fait rare ou non divisible, typiquement le cas des femmes, celle-là c'est une bonne motivation pour faire commencer un cycle de violence et vengeance, pour expliquer lequel, selon Girard, le mimétisme est donc suffisant. Ce qui confirme de façon ultérieure le sens pharmacologique de la mimésis, c'est qu'elle est en même temps la cause principale du risque d'auto-anéantissement d'une communauté, soit, comme on verra, la solution naturelle non déterministe de cette même crise. La mimésis d'acquisition, en fait, a un pendant systémique, si je puis dire, que Girard nomme mimésis d'antagonisme, grâce à laquelle une communauté en crise d'indifférenciation, c'est-à-dire une crise violente de vengeance, par exemple, qu'on nomme d'indifférenciation parce que toute différence culturelle, tout interdit, qui sert justement à réduire la contagion violente, s'effondre. Donc, grâce à laquelle une communauté retrouve sa propre unité. La mimésis d'antagoniste est ce qui conduit les attentions des membres de la communauté à converger sur un individu marqué d'habitude par des traits exceptionnels. Souvent c'est le boitement, comme chez Édipe, souvent c'est les ophtalmies ou tout simplement une mocheté légendaire. Et ça, j'ai fait référence évidemment à Socrate. Dans une crise de violence, donc, là où tout le monde est en train de s'entretuer, tout d'un coup, il peut se passer, ou non, et c'est là le caractère non déterministe, que tout le monde converge sur un seul individu et le tue. Là, c'est le bouc émissaire, la sélection duquel est arbitraire et fruit d'un processus auto-renforçant, souvent déchaîné par l'étincelle de hasard. Selon Girard, c'est de tels phénomènes qui parlent le mythe, c'est de tels événements que les rituels sacrificiels sont des répétitions, c'est finalement de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle du sacré. La communauté se renferme sur un individu auquel elle inscrira toute la responsabilité de la crise de contagion de la violence, qui a conduit à la victimisation elle-même, mais aussi le mérite de la paix qui suit.
qui peut être interprété soit en termes, disons, aristotéliciens, comme fruit d'une catharsis, soit, disons, computationnel, comme fruit de la production ou reproduction d'une nouvelle différence. Donc, une nouvelle distinction, arbitraire d'un point de vue anachronistiquement éthique, disons, entre le nous et le eux, ou plutôt lui, l'intérieur et l'extérieur. Je dirais en fait que ce qui s'est produit là, c'est une différence, où le A déridien est légitimité par le fait que le corps de la victime, que Girard nomme le signifiant transcendantal, et ses divers avatars, il y a des étudiants, des scholars, des Girardian scholars, qui ont cherché de reconduire la pyramide chez beaucoup de cultures au l'omphalos grec, ou surtout la récente découverte du temple de Göbekli Tepe en Turquie, à des avatars des corps de la victime, sont en fait, à mon avis, des rétentions, pourraient être interprétés, à mon avis, comme des rétentions tertiaires, qui rendent justement possible la différenciation entre bon et mauvais, intérieur et extérieur, nous et vous, nous et eux. Selon Girard, les mythes de fondation, et on pense surtout au diasparemos dionysiaque, mais aussi à la disparition de Romulus dans un tourbillon de poudre et nuages, duquel la Sénectus romaine fut vue par les sources de Tite-Live au moins, s'enfuir avec des morceaux sanglants de chair, raconte des histoires comme celle-là. Il faut les prendre, selon Girard, très au sérieux, mais néanmoins n'avoir pas de confiance en eux. Il nous raconte l'histoire d'un bouc émissaire, mais en complicité avec le tueur. C'est-à-dire il prend la part des tueurs en soulignant la culpabilité de la victime. Ce qui m'intéresse ici, c'est de souligner le sens morphogénétique des processus mimétiques. Il peut être soit la constitution de l'objet du désir, dans celle que Girard nomme double médiation, et cela serait le cas de Julien Sorel, par exemple, qui au début de Le Rouge et le Noir est précisément constitué comme objet du désir par l'imitation, la double imitation entre le bourgeois gentilhomme M. Valenod et le gentilhomme bourgeois M. de Rênal. Une autre façon de montrer les conséquences créatives d'une double médiation, c'est de raconter ici les petits apologues de deux professeurs distraits, présentés par Dupuis. Les deux intellos, comme toujours pris dans leur élucubration, sont en train de se rendre vers une conférence dont ils ne connaissent pas l'adresse. Ils se voient l'un l'autre et en se reconnaissant, ils pensent, les deux, que l'autre sache où aller. Ce qui arrive, c'est que bien qu'ailleurs qu'à la conférence, les deux arriveront quelque part. Comme le dit très bien Jean-Pierre Dupuis. Contrairement à tout ce qu'on aurait pensé a priori, et contrairement à tout ce que beaucoup d'auteurs ont pensé, l'imitation généralisée peut produire quelque chose plutôt que rien. Ou pour le dire autrement, el camino se hace caminando. Donc le chemin se fait en s'encheminant, en marchant. La double médiation, lorsqu'elle se produit au niveau de la communauté entière, peut néanmoins avoir un effet plus intéressant. Les boucs émissaires, c'est-à-dire les produits d'une médiation généralisée, à cause de laquelle tout le monde lit dans les intentions et les regards des autres la confirmation de la culpabilité de celui auquel on jettera la propre pierre. Non, l'effet plus intéressant, c'est le bouc émissaire lui-même. Ce qui reste, par exemple, d'une telle lapidation va être la trace d'une convergence généralisée et fondatrice. La pyramide, donc, je propose, est un déjà là, commun, soit dans l'inscription, soit dans la réactivation, qui donne à la communauté l'espace transcendantal qu'elle va dès lors habiter. D'une certaine façon, comme le disent d'ailleurs de nombreux mythes, la communauté se trouve à habiter dans la victime, c'est-à-dire dans la structure différentielle des interdits rituels et mythes qui constituent sa propre culture. Et pharmacologiquement, elle va fournir aussi un parcours d'individuation psychique et collective. Ici, dans l'esprit de la crise de Husserl, je me pose et je vous pose une question. Cette réactivation commune de la trace de la victimisation, en tenant compte de l'interprétation girardienne du mythe comme version complice de la bouc-émissarisation, me paraît avoir toujours fait faillite. Pourrait-on dire en fait que le mythe réactive une intuition originaire fausse en refoulant la vraie? Qu'est-ce que cela nous dit en fait? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, à partir de ce qu'on vient de voir, je voulais dire 2 mots à propos de l'interprétation de la crise athénienne et de la mort de Socrate qu'on a abordé dans les séminaires. L'écriture, on a dit, introduit la possibilité d'une nouvelle critériologie juridique, sociale et politique, mais dans l'esprit pharmacologique, son impact amène aussi les Athéniennes au vieux paradigme sacrificiel émissaire, donc soit la tyrannie et enfin la bouc-émissarisation. Ce que je me demande, si on peut utiliser ce paradigme interprétatif que je viens de sketch, pour dire quelque chose à propos de notre temps de crise. À propos de cela, je voudrais donc prendre en considération l'abstraction générale de la théorie mimétique formulée par Jean-Pierre Dupuis,
à l'aide de l'ancien nommé conjecture de Heinz von Förster. En lisant avec des lunettes girardiennes la psychologie des foules ou psychologie collective et analyse du moi de Freud, Dupuy nous propose une interprétation des phénomènes de foule qui puisse se passer de la singularité posée par Freud, c'est-à-dire l'intrinsèque différence du leader, le seul qui n'est pas renoncé à son propre narcissisme primaire et qui pour cela arrive à collecter les attentions de tous les autres qui en font leur propre objet de désir. Or, selon Dupuy, il ne nous faut pas poser l'existence d'un point fixe exogène, comme il l'appelle, exogène étant la différence intrinsèque, absolue et exogène, pardon, parce qu'il suffit de poser que tout le monde soit en fait pris dans la même contagion mimétique, morphogénétique, le leader lui-même. Si tout le monde médiatise son propre désir, ça peut arriver qu'un but commun émerge. Le leader est en effet de la foule et non pas sa cause. Donc il n'est pas un point fixe exogène autour duquel les autres convergent, mais les produits de la convergence elle-même. Autrement dit, tout le monde imite les désirs des autres, le leader aussi, avec la seule secondaire différence qu'en imitant les désirs des autres, le leader se désire lui-même, en renforçant encore la dynamique. Comme vous avez sûrement compris, le leader d'une foule est produit selon la même dynamique, donc c'est l'autre face d'un bouc émissaire, le même point fixe endogène, attracteur et effet du système. Comment est-ce qu'on peut joindre ici ces considérations avec les projets de Bernard Stiegler? Eh bien, en lisant Heinz von Förster, inspirateur socratique des esprits qui ont fait la cybernétique. Le concept dont je vais me servir avant d'introduire la conjecture de von Förster elle-même est celui de machine triviale. Une machine triviale est caractérisée par une relation 1 à 1 entre son input, la cause, le stimule, et son output, response, l'effet. Cette relation invariable constitue une machine. Si cette relation est déterminée une fois pour toutes, on a ici affaire à un système déterministe. Et puisque l'output observé une fois pour un certain input va rester toujours le même, c'est aussi un système prévisible. Cela est la machine triviale. Les machines non triviales, par contre, sont des créatures tout à fait différentes. En ce cas, la relation input-output n'est pas invariante, mais elle est déterminée par l'output que la machine a précédemment fourni. Autrement dit, la relation actuelle est déterminée par les marches précédentes, c'est-à-dire finalement, elle est path-dependent. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire à ces propos. J'en cite une qui se trouve en bas de page dont je viens de citer, le livre étant Observing System. Tous nos efforts sont adressés vers le seul but de créer des machines triviales. La découverte de l'agriculture, par exemple, est la découverte du fait que certains aspects de la nature peuvent être trivialisés. Bien que dans un certain domaine, notre préoccupation de trivialiser l'environnement puisse être utile et constructive, dans un autre, elle devient inutile et destructrice. La trivialisation devient une panacée dangereuse lorsque l'homme l'applique à soi-même. Or, le cas que von Förster prend pour exemplifier la trivialisation de l'homme par lui-même est le système éducatif. Je cite encore, « Au moment où l'étudiant fait son entrée dans le système scolaire, il est une imprévisible machine non triviale. On ne sait jamais quelle réponse il va donner à certaines questions. Si par contre, finalement, il va obtenir les résultats que le système s'attend, la réponse qu'il donnera à nos questions devrait être déjà connue. » Et il conclut, « Les examens scolastiques sont un moyen pour mesurer les degrés de trivialisation. » Fin de citation. Je dirais qu'ici, von Förster n'a pas du tout compris le rôle thérapeutique qui nous enseigne Bernard Stiegler, mais néanmoins, une fois qu'on limite ces considérations aux effets prolétarisants d'une éducation, disons en bref, sophistique, une éducation qui n'est justement pas telle, il nous fournit une intuition importante, la véritable conjecture. Von Förster nous dit une chose dont je voudrais en fait dire à Bernard Stiegler lui-même. Si au niveau individuel, la dysfonction des processus de trivialisation est, je cite, douloureusement vécue comme apathie, manque de confiance, violence, détachement, impotence et aliénation, au niveau collectif, elle produit autre fait, celle que von Förster nomme instabilité, et pour expliquer laquelle il nous faut introduire une trivialisation de deuxième degré, la trivialisation des relations interpersonnelles. Ces concepts, introduits par von Förster dans le cadre de la théorie des automates, caractérisent la rigidité des liaisons entre les éléments d'un système. Une liaison entre deux éléments est triviale si l'état de l'un est parfaitement déterminé par l'état de l'autre, et réciproquement. En théorie de l'information, on parle de redondance. Si on connaît l'état d'un élément, la connaissance de l'état de l'autre n'apporte aucune information supplémentaire. Or, plus les éléments d'un système sont trivialement couplés, plus ce système a des chances d'être instable,
et moins l'agitation qu'ils manifestent est maîtrisable par les éléments individuels. Ceux-ci ne peuvent que réagir aux réactions de leurs voisins. Ils sont incapables de saisir que les phénomènes collectifs et convulsifs qu'ils engendrent proviennent en fait d'eux-mêmes. Cet théorème donc a deux conclusions. Le couplage trivial est soit instable, c'est-à-dire qu'il change tout le temps les points fixes sur lesquels il se renferme, mais surtout, plus les éléments d'un système sont trivialement couplés, plus le comportement global du système est trivial et prévisible pour un observateur extérieur, mais il apparaîtra plus contre-intuitif et non contrôlable pour les observateurs et acteurs internes au système. L'automate collectif, qui ici en fait peut être soit la panique, soit les systèmes de prix, soit en fait les boules financières, apparaît doué d'une autonomie complète par respect aux automates individuels, en fait par respect aux individus qui sont les éléments du système. Alors, pour revenir aux questions dont je parlais tout à l'heure, on peut soutenir que le mécanisme de bouc émissaire ne soit qu'un des possibles avatars du couplage trivial entre machines triviales, le mimétisme étant cette forme de couplage. Un bouc émissaire est le résultat d'un automate collectif renfermé sur un point fixe endogène qui se pose une fois constitué comme trace, mémoire collective ou monument, comme une sorte de Ur-retention, qui, comme je disais tout à l'heure, va engendrer à son tour des processus d'individuation psychique et collective, qui par exemple sont les cultures archaïques, qui se fondent sur mythes et rites et interdits. Or, je pose que le système athénien, en ce temps trouvé à cause de l'arrivée de l'écriture presque tout d'un coup prolétarisé, désindividué, c'est-à-dire trivialisé, se soit renfermé instablement et en accord avec la conjecture de Fundförster sur une série de points fixes endogènes, la tyrannie d'abord, les victimes des procès émissaires qui ont suivi après. Pour conclure, en anticipant ma réponse à la question que Bernard nous pose pour vendredi, la nouvelle vague de prolétarisation et désindividuation produite aujourd'hui par le retard de la mise en œuvre d'une pratique thérapeutique pharmacologique ne doit pas seulement être objet d'une critique adressée à prendre soin de la jeunesse pour faire face à l'apathie, le manque de confiance, la violence, le détachement, l'impotence, l'aliénation qui déchirent les individus, mais aussi à réduire ou au moins contrôler pour autant que ce soit possible le couplage trivial des individus et les conséquences apparemment inévitables de l'automate collectif qu'on est en train en fait d'animer. Merci.